Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau live UNAMA. Nous allons attendre quelques instants pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Alors, les lives UNAMA, organisés par l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement, vont se poursuivre durant tout ce mois de mai. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Clément, qui est tapissier d'ameublement à Douarnenez. Bonjour Isabelle. Bonjour Peggy. Alors Isabelle, vous êtes diplômée des Beaux-Arts et d'un CAP tapissier. Vous avez été directrice d'un centre de loisirs. Et en 2006, vous créez votre atelier qui s'appelle Rive Douarn à Douarnenez. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de cette reconversion réussie? Alors du coup, moi j'ai commencé par aller en bac d'art appliqué, donc dans la région parisienne. Mes parents ensuite se sont déplacés en Franche-Comté et j'ai fini mon bac à Besançon. Et puis je me suis orientée donc aux Beaux-Arts. Et dans les Beaux-Arts, je me suis un petit peu spécialisée dans le travail du volume. Donc, je faisais pas mal de sujets en plâtre. Enfin, voilà. Et puis, je me suis un petit peu fâchée avec les Beaux-Arts. Et donc, en parallèle de mes études aux Beaux-Arts, j'étais aussi directrice de centre de loisirs puisque je passais pour pouvoir financer mes études. Je passais BAFA, BAFD, les diplômes de l'animation et donc j'ai intégré une association d'enfance-jeunesse et donc je dirigeais un centre de loisirs. Les Beaux-Arts et le centre de loisirs me donnaient deux visions de société complètement différentes et donc le côté un peu perché des Beaux-Arts des fois m'a contrariée, donc j'ai arrêté le cycle en dernière année. Enfin, j'ai pas pu passer mon diplôme pour d'autres. C'est encore une autre histoire. Et donc, du coup, j'ai rejoint la Bretagne. Ma grand-mère vivait là-bas. Donc, je suis partie de l'Est de la France, Besançon, pour arriver en Bretagne où j'ai cherché du travail dans l'animation jeunesse, qui était un secteur qui commençait à se développer. Et donc, j'ai trouvé un travail dans le Cap-Sizun en tant qu'animatrice enfance-jeunesse pendant 4 ans. Et puis, au bout de 4 ans, mes mains ont démangé. Je manquais de concret, de construction et de fabrication. Donc, je démissionnais de mon poste. J'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce qui m'avait plu dans les beaux-arts, qu'est-ce qui me manquait à ce moment-là. Et puis, je suis tombée sur le métier de tapissier d'ameublement. Donc, je suis allée voir les portes ouvertes au lycée Savina de Tréguier dans les Côtes-d'Armor. Et puis, je me suis dit, ouais, ça me plaît bien, c'est pour moi. Et là a commencé, donc on devait être en 2004, oui, c'est ça, en 2004. Et là a commencé le circuit, comment financer ma formation, comment faire plein de choses. J'ai pu avoir un plan régional de stage. Donc, je suis rentrée en CAP par le biais du Greta de Lannion. Donc, j'ai intégré une classe de CAP tapissier option garniture au lycée de Tréguier, au lycée Savina. Et donc, j'ai fait mon année là-bas. Comme ma formation était financée, il fallait que pendant les petites vacances, je trouve des stages. Donc, connaissant la rentabilité que m'avait demandé mon travail en tant qu'animatrice, directrice de centre de loisirs, je voulais pas trouver un stage dans une entreprise. Donc, j'ai réussi à ouvrir les portes du château de Versailles. Donc, je suis allée 15 jours en stage aux ateliers muséographiques de Versailles. Et puis là-bas, le tapissier m'a dit « Ah, au Louvre, ils sont bons aussi ». Et du coup, comme j'avais encore les vacances de Pâques à faire, j'ai appelé les ateliers muséographiques du Louvre et ils m'ont pris en stage 3 semaines. Donc, j'ai fait mes stages à Versailles au Louvre, j'ai eu mon CAP
Et à l'époque, on était en 2005, à l'époque, la Société d'encouragement au métier d'art, aujourd'hui qui est l'INMA, nous permettait de valider, enfin de conventionner des stages plus longs. Donc, après mon CAP, je me suis dit, j'ai pas toutes les techniques. J'ai les techniques de base de CAP, de garniture traditionnelle et moderne. Mais par exemple, le capiton, je savais pas le faire. Donc, j'ai demandé au Louvre s'il voulait bien me prendre en stage. Et donc, je suis retournée 3 mois aux ateliers au musée du Louvre. Et là, j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre et j'ai beaucoup sollicité les tapissiers de l'atelier. Je les en remercie d'ailleurs. Et je me suis dit que par la suite, soit je passais les concours pour rentrer au Mobilier National ou dans la fonction publique, soit je créais mon entreprise et puis le projet s'est monté dans ma tête. Je crois que j'avais envie aussi de m'implanter un peu plus à Douarnenez. Et du coup, en 2006, après mon stage, j'ai commencé à monter mon projet pour ouvrir mon entreprise, en étant bien consciente que j'avais pas des années d'apprentissage dans les mains et que je démarrais avec ce que je réussissais à faire. Mais j'avais de la détermination, j'étais motivée et j'avais surtout envie de réaliser les choses de façon propre et voilà, d'y mettre le meilleur de moi. Et du coup, j'ai monté mon entreprise. Et dans ma démarche de création d'entreprise, toutes les portes se sont ouvertes au fur et à mesure. Voilà. Donc, un beau parcours qui vous permet effectivement aujourd'hui de faire ce que vous aviez vraiment envie de mettre en œuvre. Et je vous propose maintenant de nous parler de l'offre de service que vous proposez à vos clients. Et puis, on va pouvoir aussi voir quelques-unes de vos réalisations que vous allez pouvoir nous commenter. D'accord. Alors du coup, c'est un atelier, voilà, là par exemple, c'est des coussins, c'est une dame qui m'a appelée pour me dire je veux refaire les coussins de mon canapé, donc il fallait trouver les bons coussins, les tailles, les coussins existaient, donc ça fait partie de ma façon de travailler. J'aime bien écouter la demande de mes clients et essayer d'y répondre au maximum en faisant beaucoup de recherches et en trouvant ensemble le produit qui va leur plaire le mieux. Et souvent, quand je les livre, le mieux, c'est quand on a l'impression que ça a toujours été là et que ça fait pas un nid de clown au milieu du salon. Donc là, ça a été le cas. La dame était entièrement satisfaite. Donc voilà, là, c'est des coussins, c'est des petites, ça c'est du petit chantier. Mais que je refuse pas parce que ça permet de rentrer chez un client et de créer du lien. Donc ça, c'est la première étape, c'est le sanglage d'un tabouret Louis XV. Voilà, donc ça c'est quand des gens me demandent de refaire des choses en traditionnel parce que l'objet a été fait comme ça et qu'il a une histoire. Donc je fais la réfection de siège en garniture traditionnelle. Donc là, voilà, les sanglages, les ressorts. Après, c'est le guindage. Après, on met le crin. Il y a encore des petites étapes cachées, mais pas tout montrer. Ça, c'est le rabattage avec le point de fond. Le piquage et puis le lacet pour la piqûre. La petite piqûre. La toile blanche sur laquelle j'ai mis une ouate, et puis donc voilà le tissu et le galon, le double passe-poil qui est fait en tissu coordonné. Donc ça, c'était, la dame m'a amené son siège, et donc vu l'âge du fauteuil et son style, et le budget de la dame, la garniture traditionnelle a pu fonctionner, enfin a été acceptée. Donc ça, après voilà, ça c'est des gens qui m'amènent des choses plus contemporaines et donc un fauteuil Chippendale, et qui voulaient des tissus, voilà, ils voulaient faire une pièce un petit peu surprenante et dynamique, assez acidulée. Donc voilà, on a mis un velours jacquard dessus, enfin léger.
Ça, après, c'est quand on m'amène des fauteuils contemporains. Donc ça, c'est des mobiliers qui datent des années 70. C'est un mobilier moderne. Et donc voilà, pareil, on a cherché le tissu qui convenait le mieux à l'histoire de la maison, à son fonctionnement. Et là, c'est voilà, pareil, un velours, un tissu. Enfin, c'est pas un velours, c'est un tissu aquafine hyper résistant. Donc, il va tenir dans le temps parce que les gens, c'est une maison secondaire, c'est pas quelque chose qu'ils habitent tout le temps. Voilà, ça c'est des petits bridges, petits fauteuils bridge. On en fait, il y a des saisons. Des fois, j'en fais à l'appel, et puis après, il n'y en a plus pendant 6 mois, et puis après, il y en a à nouveau. Voilà, on en refait 4-5. Ça, c'est la bergère. C'est une bergère qui a été faite en garniture traditionnelle aussi, donc à 3 dossiers. Et je l'avais présentée lors du concours Oser l'artisanat de l'ameublement. Donc, pour finir, pour communiquer sur cette pièce-là, j'avais indiqué que une bergère était reine de Bretagne, puisque j'avais gagné le prix. Enfin, j'avais été sélectionnée pour la région Bretagne. Voilà, ça c'est pareil, c'est une dame qui a des petits-enfants qu'elle aime beaucoup, et elle est attachée à ce mobilier, et donc elle avait des petites chaises, une petite chaise d'école qui faisait 30 cm de haut, et puis un petit fauteuil en osier. Donc on a choisi un tissu, donc là c'est un boussac, il me semble, et c'était rigolo de travailler en miniature. Ça représente du temps. On peut pas dire que ce soit plus rapide parce qu'il faut être encore plus minutieux et encore plus appliqué pour pas tout casser dans la tension. Et ça, c'est une dame qui avait un siège. Alors ça, ça fait partie des fauteuils où j'écoute l'histoire des gens, puisque la dame avait un neveu, je crois, qui avait commencé une carrière de tapissier d'ameublement, puis ensuite était parti en tant que marin et était mort en mer. Et donc, elle voulait pas toucher à la garniture ni au tissu qui avait été posé sur cette petite chauffeuse. Donc, elle m'a demandé quand même de faire une housse pour la protéger et pouvoir lui changer de look, mais pas toucher à l'histoire. Donc, du coup, voilà, j'ai fait une housse ajustée. Et puis ça, alors on voit, je vais expliquer, ça c'est sur les chantiers de rideaux. Souvent les gens, quand ils n'ont pas d'idée, ouais, c'est surtout sur les rideaux que j'ai les moutons à 5 pattes. Là, c'était par exemple une maison en bois moderne, et le pan du toit faisait que comment installer des rideaux sans perdre la super vue sur la rivière qui va de Pont-l'Abbé à l'île Tudy. Donc, je fais des petits croquis, je redessine les espaces des gens, donc c'est à gauche sur l'écran. Et puis, par-dessus, je viens dessiner des rideaux. Et comme ça, les gens ont une idée du volume que ça va prendre et du rendu final. Sachant que pour ces clients-là, j'avais aussi, parce qu'ils voulaient vraiment que ce soit quasiment invisible, ils voulaient des rideaux qui se voient et qui se voient pas, en tout cas le système de fixation. Donc j'ai aussi réalisé une petite maquette pour pouvoir leur montrer quel effet ferait le rail que je leur proposais sur le plafond, le pan coupé du toit, avec le tissu, du fait que quand il était fermé, on voyait pas le système de tringlerie. Et c'est un chantier qui s'est concrétisé. Donc voilà, à peu près ce que je propose. Ok, merci. Alors, on va regarder au fur et à mesure de l'interview si nous avons des remarques et des questions. Donc, pour l'instant, pas de questions, n'hésitez pas surtout. Mais je vous fais part quand même de quelques remarques de Roger qui nous dit que vous avez un très joli polo. Bah, je l'ai mis que pour lui. Donc, peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'histoire de ce polo où il est écrit « Oser l'artisanat ». Oui, alors c'est là. Oser l'artisanat de l'ameublement, c'était un projet de communication. Alors là, ça a été un projet de communication mené par l'UNAMA pour pouvoir mettre en valeur l'artisanat de l'ameublement. Et donc, il y avait toute une construction, il y avait eu un site
où les gens pouvaient se référencer, les professionnels pouvaient se référencer, qu'on soit adhérent ou pas à l'UNAMA. Et aussi, il y avait eu une campagne de publicité. Il y avait eu 3 films vidéo pour pouvoir valoriser le métier d'ébéniste, de tapissier, Tout à fait. d'agenceur et d'encadreur, je crois. C'est ça, c'est effectivement valoriser les métiers auprès du grand public. Voilà. Céline nous dit beau parcours. Et également, je suis en reconversion en CAP tapissier qui malheureusement est interrompu. Donc, j'imagine que c'est lié à la période actuelle. Oui, au confinement. Et Sonia qui nous précise, je suis fan de votre métier. Donc voilà. Je la comprends. Ça fait partie des. Quand je suis rentrée en formation en CAP et que j'ai eu ma boîte à outils et que j'ai commencé à apprendre les gestes techniques, je me suis dit, je vais pouvoir voyager, aller n'importe où, j'aurai toujours un toit et de quoi manger puisque je vais avoir une compétence à échanger et je vais posséder un métier qui sera très concret et je pourrais m'en sortir. Alors justement, quand on a préparé cette interview, vous m'avez indiqué que c'était vraiment une offre de service avec beaucoup de proximité avec vos clients. D'ailleurs, vous parlez de votre entreprise comme un atelier de quartier. Donc, qu'est-ce que ça englobe en fait au quotidien, cette proximité? Ça a fait que mon métier a été redécouvert pour certaines personnes, puisque je le présente comme un atelier de réflexion de siège. Je parle pas tout de suite de tapisserie d'ameublement. Et du coup, quand j'ai ouvert mon entreprise, on a le droit à des articles, les gens viennent nous voir un petit peu pour découvrir le nouvel entrepreneur qui s'est installé. Et donc, en parlant de plus de réparation de sièges, de clinique du siège, les gens ont pu se projeter un peu plus dans le métier. Ils avaient directement une vision de ce que je savais faire. Et après, c'est vrai que l'atelier est très ouvert, donc les gens se permettent de rentrer pour me demander des renseignements, pour pouvoir. Enfin voilà, j'ai essayé d'en faire un lieu vivant où même si j'ai pas la compétence de la question, en tout cas, les gens n'hésitent pas à entrer pour me dire est-ce que vous sauriez faire ça? Et je peux leur dire oui, je peux leur dire non. On travaille ensemble, j'essaye de m'adapter à leur budget aussi, parce que les éditeurs de tissus aujourd'hui jouent le jeu et ont des gammes de tissus qui vont de 30 € le mètre, par exemple, jusqu'à 100 prix. Donc on peut ajuster le chantier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les gens rentrent dans l'atelier, ils puissent repartir et qu'on ait fait affaire. Donc du coup, que je pose un tissu à 300 € le mètre ou à 30 € le mètre, bien sûr, pour moi, la marge n'est pas la même, mais au moins la personne, elle sera rentrée dans mon atelier, on aura fait affaire et elle sera ressortie avec un travail que j'ai fait moi. Et si elle revient 2 ans après ou 6 mois après et qu'elle m'envoie d'autres clients, ça me permet de vivre et de faire tourner l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que Douarnenez est une ville de 15 000 habitants. C'est un super endroit, mais c'est vrai que c'est pas une grande ville comme Rennes, Nantes, Paris. On est sur des préoccupations beaucoup plus, je dirais, quotidiennes que quand je dis quotidienne, c'est mon rideau est déchiré, il faut que je le remplace. Voilà. C'est pas je veux faire une décoration, un style. Voilà, on est sur et je voudrais bien le changer à l'identique parce que ça me plaît. Alors des fois, j'arrive à caser d'autres choses puisque j'ai investi dans des collections de tissus. Au rez-de-chaussée, il y a un showroom où j'ai, je pense maintenant entre 2 ou 3 000 références de tissus. Et j'achète des nouveautés, donc je peux proposer des choses aux gens ou des choses rassurantes dont ils ont besoin. Voilà, j'essaye de répondre à leurs besoins. Et à première vue, ça fonctionne puisque depuis 2006, il y en a qui reviennent. Et qui reviennent.
Et quand je parle d'atelier de quartier, c'est la petite dame qui va frapper pour me dire « Ah, mon mari veut recoller les portes du placard, mais il sait pas comment faire. » Alors je lui dis « Bon, essayez avec de la colle blanche. » Et je lui prête de la colle blanche, elle me la ramène, voilà. Ou des marginaux qui vont frapper, me dire « Ah, mon canapé, il est décousu, vous voulez bien recoudre mes coussins de canapé ?» Et oui, on accepte le travail, puisque un client qui soit prestigieux ou pas, c'est un client. D'accord. Effectivement, au-delà de la technicité de votre métier, il y a une partie conseil et diagnostic qui est très importante, au final. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime mener mon entretien clientèle et créer du lien avec mes clients. C'est en essayant de répondre à leurs besoins, plus que d'essayer de leur imposer la tendance. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est le rose poudré, donc mettez du rose poudré, alors que ils ont des chiens, ils ont des animaux. C'est pas des gens, voilà, c'est des gens qui vivent dans leur maison, où il va y avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de choses. Donc on essaye de trouver des tissus adaptés, des couleurs adaptées, à des tempéraments aussi. Voilà, je vais pas mettre des couleurs vitaminées et très peps pour des gens qui ont besoin de discrétion et qui veulent que tout soit tout le temps briqué. Donc on essaye, enfin voilà, j'essaye d'être le plus à l'écoute de mes clients et de répondre à leur personnalité. Après, j'ai d'autres clients aussi qui me donnent un peu carte blanche et qui vont me dire j'ai aucune idée, je ne sais pas. Donc à vous de faire le travail. Et donc là, ça demande un travail de réflexion et de recherche. Voilà. Mais pareil, j'ai des clients là, avec qui je suis en lien depuis plus d'un an, 1 an et demi. Ils cherchent du tissu, ils le trouvent pas, ils sont pas pressés pour leur fauteuil. Et en fait, je préfère prendre le temps avec eux de trouver le tissu dont ils vont être sûrs que de forcer une vente et de mettre un tissu qui, s'ils reviennent dans 3 mois en me disant ah, on s'est trompé, je serais très déçue aussi. Et après, c'est vrai que quand les gens rentrent, j'ai un questionnaire dans ma tête qui me permet, parce que souvent les gens, on les a tous, hein, ces clients-là, c'est bien normal, qui rentrent et disent ça coûte combien pour faire un rideau, un siège. Et souvent, quand je déballe mes questions, qui va être c'est pour quelle pièce, c'est quelle dimension, vous avez ceci, vous avez cela, il y a les tringues, il n'y a pas les tringues, c'est pour vous avez des animaux, ah ouais, en fait c'est pas si simple. Et du coup voilà, ils comprennent et on rentre dans une autre relation beaucoup plus moins je viens pour remplir mon caddie, mais plus ah oui, je viens construire un projet avec le professionnel, enfin avec la professionnelle. Alors d'ailleurs, Sylvie nous indique, je me permets aussi d'intervenir sur le fait qu'Isa n'est pas seulement une professionnelle hors pair, mais aussi un maître qui nous transmet son art avec passion. Ouais, elle est très gentille, Sylvie. Merci. C'est une jeune femme que j'ai accueillie en stage, voilà, qui était en reconversion et qui aujourd'hui a monté son atelier dans la région de Tours et que j'affectionne beaucoup. Voilà, et on se verra bientôt, Sylvie. Ok. Françoise nous indique aussi très beau travail. Bravo d'avoir choisi Douarnenez pour poser ton atelier. D'ailleurs, une question du coup par rapport à Douarnenez. Est-ce que votre clientèle elle est plutôt effectivement locale ou saisonnière, ou est-ce que c'est les deux vu cette implantation? Alors, elle est principalement locale. Voilà. Après, elle peut être aussi saisonnière sur les maisons secondaires. Mais c'est vrai que quelqu'un qui habite à 8 heures de route, qui habite Paris et qui vient entretenir la maison familiale va mettre un petit peu moins de moyens si ils n'ont pas prévu de venir l'habiter rapidement qu'une maison qu'on peut une maison secondaire où on va tous les week-ends. Donc souvent j'ai eu des clients plus saisonniers qui, quand ils se rendaient compte de l'investissement que ça demandait
par rapport aux travaux, par rapport aux devis, réfléchissait à 2 fois et prolonge, enfin voilà, ne menait pas le projet à terme. Sinon, voilà, après, je suis assez mobile aussi, puisque j'ai des clients qui sont parisiens et qui, du coup, m'ont demandé aussi d'aller travailler dans leur maison aux alentours de Paris. Et le projet valant le coup, je l'ai fait. Sachant que j'essaye toujours d'assister soit aux AG de l'UNAMA, soit à des réunions. Donc, comme c'est à Paris, je peux en même temps aller voir un client si ça se présente à ce moment-là. Donc, jamais rien n'est impossible. Très bien. Nous avons une question de Sonia. Dans votre entreprise, que représente la partie de couture d'ameublement par rapport à la réfection de siège? Alors, ça dépend des années. Cette année, c'est une année à siège. Depuis janvier, j'ai eu beaucoup de sièges qui se sont remplis. Après, je dirais que c'est à peu près 50-50 au niveau du volume de travail. Au niveau du chiffre d'affaires, je pourrais pas vous dire là parce que j'ai pas les chiffres en tête. Mais quand je dis au niveau de mon volume de travail, c'est que pour économiser mes forces physiques et ne pas user mon corps à la même tâche. En fait, le matin, je fais tout ce qui est travail de garniture, de siège, et l'après-midi, je fais tout ce qui est travail de couture. Donc, j'ai découpé mes journées en deux. Et en fait, il y a très peu de journées où je dois rattraper un chantier dans un des deux secteurs. Donc, je travaille à peu près 50-50 sachant que les travaux de couture d'ameublement, moi je fais la pause aussi chez les clients. Donc des fois ça demande une journée aussi directement sur place pour pouvoir poser la tringlerie et finaliser le projet. Mais par contre, je sais qu'à Douarnenez, je pense que je ne pourrais pas faire tourner mon entreprise, en tout cas avoir suffisamment de ressources pour ne travailler que sur du siège. Ou alors il faudrait que je me spécialise dans un type de siège et où j'ouvre ma zone de chalandise plus largement. D'accord. Solène, du coup, rebondit sur cette question en demandant l'activité la plus louable entre siège et couture est laquelle? Ça doit être rentable. Alors, on peut poser les deux questions. Rentable. Ouais, moi, je dis rentable. L'activité la plus rentable entre siège et couture est laquelle? Alors, en termes de vente, ça va être la couture, puisque quand on vend du métrage pour du tissu, on vend des dizaines de mètres de tissu. Donc là, on a une marge qui rentre plus. Et on peut, des fois, en quelques jours, réaliser le chantier. Donc c'est vrai que la couture d'ameublement peut permettre de rentrer très vite de la trésorerie. Voilà. Parce que le siège, c'est suivant ce qu'il y a à faire, ça peut être un peu plus long. Là, je travaille sur des bergères. Donc, il y a le fait de déshabiller les sièges, le fait de retaper un petit peu le bois, de le consolider, de le dépoussiérer, et puis après de commencer à remonter toute la structure, de fabriquer les sièges, de poser les clous, ça peut prendre un peu plus de temps. Après, c'est vrai que je suis travaillant toute seule depuis 2 ans. On est au four et au moulin. Il faut répondre au téléphone, il faut faut pas prendre de retard dans ses devis parce que c'est le travail pour la suite. Il faut prendre les rendez-vous, il faut bien gérer ses commandes parce que on peut faire des beaux devis, mais si on rate tous ces bons de commande et qu'on ne commande pas ce qu'il faut, c'est de la fourniture qui rentre en stock et qui est soit à recommander, soit donc faut être très concentré et être un petit peu efficace. Enfin, faut être efficace partout. D'accord. Alors justement, Sylvie nous posait cette question, as-tu une salariée ou une associée? Donc non. Et elle posait également cette question, quels sont tes partenaires interprofessionnels qui collaborent avec toi? Quel partenariat fonctionne le mieux? Alors, je travaille avec des ébénistes. Voilà. Mes collègues ébénistes de Rilhac-sur-Belon, à des ébénistes.
avec qui on s'envoie des photos et on se confie des clients. Donc ça fonctionne très bien. Ici, je travaille avec Anne-Marine Sellery, une collègue cellière, qui, pareil, des fois, ne peut pas investir, enfin, a fait le choix de ne pas investir comme moi dans les collections de tissus. Donc, quand ce qu'elle a comme proposition rentre pas dans les choix de ses clients, elle me les envoie. Et j'ai l'élégance de pas faire un devis pour la confection. Voilà, si c'est des coussins ou des choses à refaire, je lui pique pas ses clients, on travaille en bonne intelligence et on se soutient pour que chacun soit efficace dans son travail plutôt que de tirer la couverture à soi. Voilà, mais quel partenariat fonctionne le mieux? Ceux qu'on fait vivre le mieux aussi, quoi. Et les partenariats qu'on entretient. Voilà. Quand on sent que quelqu'un est un peu toxique et avec qui on va pas s'entendre, je crois qu'il faut pas chercher à entretenir le lien. Je travaille aussi en partenaire interprofessionnel, je viens d'y penser, avec un électricien pour la pose des tringles de rideaux. Donc, eux ont des compétences dans le bâtiment qui me font gagner du temps depuis que je travaille avec eux. Donc, c'est l'entreprise Christian Durand. Puisque quand on va chez le client, le salarié, enfin Jérémy, avec qui tape dans les murs, il fait il faut de la cheville de temps. Et du coup, ça c'est un gain de temps. Plus il a l'outillage pour pouvoir percer des trous et il a l'habitude de poser des choses lourdes. Donc je sais que quand on part, le rail il tient et il se cassera pas la figure. Très bien. Alors, puisque l'on parle justement de partenariat et puis d'ouverture, vous êtes également engagé à l'UNAMA, Oui. ainsi qu'à la Chambre des métiers de l'artisanat de Bretagne. Oui. Et vous êtes également conseillère prud'homme. Donc, oui. Pourquoi ces engagements et qu'est-ce que cela vous apporte, tout simplement? L'UNAMA, ça a commencé dès mon installation, puisque dès que j'ai entendu parler, j'ai dû m'installer en octobre 2006 et en janvier 2007, j'assistais à une assemblée générale, je crois, ou peut-être un petit peu après, à Paris. Et en fait, moi, je suis pas d'une famille d'artisans. Et je me suis aussi, j'ai eu le culot de m'installer après une reconversion. Donc, il fallait que je trouve des pairs, que je puisse être dans un dialogue avec eux qui soit pas un dialogue concurrentiel et qui me permette de m'enrichir et de comprendre un peu ce que je vivais en tant que chef d'entreprise dans l'artisanat de l'ameublement et de m'apercevoir que j'étais pas toute seule à le vivre puisque à l'UNAMA, que ce soit des tapissiers ou des ébénistes, quand on partage nos expériences et nos vies d'entreprise, on s'aperçoit que on est tous dans le même bateau et que on essaye de tous se soutenir et on comprend mieux certains événements et du coup on arrive à passer les bons et les mauvais moments. Donc ça a été l'UNAMA. Ensuite je me suis investie parce que je me suis dit c'était je sais pas pourquoi en fait, mais j'ai envie d'engagement et donc la suite logique après être engagée auprès de l'UNAMA, c'est de découvrir comment fonctionnaient les chambres de métier et toujours dans un souci de construire du réseau. Donc je me suis engagée en chambre de métier par le biais de l'UDP et donc je suis à mon deuxième mandat à la chambre du Finistère et c'est vrai que ça permet de comprendre les rouages d'un système et de pouvoir être efficace sur ce qu'on a à demander ou à changer et de comprendre que vers quelle autre autorité on peut agir et comment les choses sont manipulées et comment on peut agir politiquement pour améliorer ou en tout cas faire évoluer la vie des artisans qui quand même aujourd'hui a un public de les chefs d'entreprise artisanaux, je pense que
les profils ont changé par rapport à il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc, je ne suis pas la seule à avoir eu une vie et une carrière autre qu'une voie classique qui est l'apprentissage, la vie dans une entreprise, puis la reprise d'une entreprise artisanale. Donc, qui est un parcours. Et voilà, aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise artisanaux qui ont d'autres parcours, qui sont tout aussi riches et qui peuvent apporter une richesse voilà, à l'artisanat. Et du coup, le dernier des mandats que j'ai pris, c'est le conseiller prud'homme. Et là, je découvre le monde de la justice et le fonctionnement de la justice. Alors après, là, je pense vraiment que j'y suis allée par curiosité intellectuelle personnelle. Mais ça permet aussi face à puisqu'on est en collège salarial et collège patronal, employeur. Donc, j'ai pu rentrer puisque j'avais eu des salariés à partir de 2016. Et ça permet d'avoir comment dire, de transmettre au collège salarié la façon de vivre des petites entreprises. Parce qu'on n'est pas tous une PME. Au prud'homme, il y a quand même des affaires qui concernent des entreprises qui ont 300, 400 salariés. Là, quand c'est un boulanger, un artisan boulanger qui est mis en tort ou pour lequel il y a un souci, au moins il y a un représentant de ce type d'entreprise qui permet de faire un jugement et de délibérer objectivement. J'espère. Bravo pour ces engagements qui effectivement vous apportent beaucoup. Je regarde si nous avons des questions. N'hésitez pas surtout. Une dernière question? Non, peut-être pas. Moi, j'en avais une dernière malgré tout. C'était comment vous choisissez justement vos collections de tissus, parce que vous en avez énormément. Oui. Alors, la première chose que je fais, c'est déjà de me faire un budget en me disant, par éditeur, il ne faut pas que je dépense plus. Donc, déjà, ça crée voilà, un nombre de collections à choisir. Donc, j'essaye de prendre aussi bien des textures et des basiques, des choses, voilà, des unis, des rudimentaires, des choses qu'on va pouvoir poser partout. Et après, j'essaye aussi de choisir, de sélectionner des tissus, des fois surprenants techniquement ou visuellement, pour pouvoir en mettre plein les yeux aux clients, en fait. Même si c'est pas ce qu'ils vont acheter, le fait de le voir, c'est de pouvoir se dire « Ah ouais, ça existe. Ah bah non, ça vraiment… ça a changé. Oh, qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui ?» Et d'avoir, j'ai souvent cette réflexion-là, c'est « Oh, bah, il y a du choix chez vous. » Donc, et ça permet aussi de très vite, quand on a des clients qui sont indécis et qu'ils souhaitent ah, je veux un tissu, je veux quelque chose qui change, on leur sort des choses très contemporaines, des choses très modernes, des choses très visibles, et ils oh, en fait non, je vais prendre un gris. Donc, mais après, c'est aussi les techniques, enfin les qualités techniques du tissu qui vont m'intéresser. Là, en ce moment, les éditeurs de tissus sortent beaucoup de tissus aquaclean. Donc, c'est des tissus synthétiques qui permettent une vie et un entretien du tissu très facile. Donc, en Bretagne, à Douarnenez, je vais avoir des beaux windows, donc je cherche aussi des tissus indoor, qui permettent de faire que les couleurs ne passent pas avec le soleil. Après, les gens vivent beaucoup dehors, les petits-enfants, le sable. Donc voilà, je cherche des tissus. Dès que les clients commencent à me dire faut que je puisse vivre dans mon intérieur, on cherche des choses un peu tout terrain, mais qui n'empêchent pas pour autant l'esthétique. Voilà, d'avoir des propositions agréables à voir. Mais D'accord. Les éditeurs jouent le jeu pas mal en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de propositions et on trouve aussi bien, moi, quelqu'un qui m'amène
un petit Louis XV et qui veut une soirée, un dama, eh ben, je sais où aller le trouver. Voilà. Je ne dirai jamais non au client, je vais dire bah, je vais faire la recherche et je vous envoie des échantillons et on poursuit. D'accord. Yves nous fait part de ce témoignage. Grand merci pour ton engagement au service de tous. Bah, oui, c'est l'esprit collectif me plaît aussi, en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir me dire qu'on agit pour tous et pas que moi, ma petite entreprise. Voilà. Et en allant à l'UNAMA, c'est là que je me suis rendu compte que, bah oui, moi, j'étais pas toute seule à vivre les mêmes galères ou les mêmes bons moments. Donc, Sylvie, comment vois-tu tes 5 prochaines années dans ta profession et tes engagements? Alors, c'est une question parce que, justement, j'ai fait un bilan de compétences cette année. Parce que physiquement, c'est un métier assez éprouvant qui demande des gestes répétitifs et donc on n'est pas, voilà, on est assez proche des troubles musculo-squelettiques et une certaine fatigue personnelle aussi puisque on passe 6 jours par semaine dans notre entreprise. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu 6 jours par semaine, 10 heures par jour, ça fait des 60 heures par semaine. Donc, ça questionne sur voilà, les besoins et les envies de faire autre chose. Donc, avec mes engagements, j'ai aussi développé tout un tas de compétences autres. Donc, je réfléchis à soit transmettre mon entreprise, mais c'est pas dans l'immédiat parce que j'aime mon métier et je tiens pas à tout arrêter du jour au lendemain. Je suis pas en crise. Donc voilà, donc je reste engagée et je réfléchis à la suite professionnelle que je peux donner puisque il me reste 20 ans, plus de 20 ans à travailler et je suis pas sûre que je pourrais suivre à ce rythme-là dans une entreprise artisanale en étant toute seule, quoi. Donc voilà. Donc, en ce moment, je suis en questionnement. Donc les 5 prochaines années, sûr, je les vois dans mon atelier, mais en construisant l'avenir. Et donc je laisse voilà, j'ai la portée ouverte aux rencontres et aux autres propositions. D'accord. Je ne vois pas d'autres questions. Parfait. J'espère que ça a plu à tout le monde. Que j'ai pu peut-être aider des gens qui se questionnaient sur la reconversion. Voilà. Et après, moi, je pense qu'il faut vraiment ne pas évincer les gens qui sont en reconversion, puisque on fait tous la seule chose, c'est essayer de réussir à trouver un travail et à s'en sortir dans quelque chose qui nous plaît. Donc, moi, je ferme jamais ma porte à des gens qui souhaitent faire un stage à l'atelier. Après, je peux pas prendre tout le monde, hein, donc venez pas tous me demander un stage. Par contre, il faut être lucide, c'est que une reconversion, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement, et c'est pas juste une validation de métier ou une validation de diplôme. C'est-à-dire que avec mon CAP en poche, je me suis pas dit ça y est, moi je maîtrise le métier, je sais tout faire. Comme je dis, c'est après ces 10-12 heures de travail par jour, 6 jours par semaine. Et là, voilà, au bout de 10 ans, voilà, maintenant que ça fait plus de 10 ans que je suis installée, je pense que je maîtrise pas mal les rudiments du métier. Je suis jamais entièrement satisfaite de ce que j'ai fait, parce que je pense toujours que c'est amélioré. Et donc, je crois que ça, c'est un état d'esprit à jamais perdre de vue, qu'on n'est jamais abouti, en fait, dans le travail artisanal. Et je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. J'ai perdu le fil de ma pensée. Alors, mais voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, et pas juste un papier où on se dit voilà, j'ai validé mon CAP, donc maintenant je peux monter mon entreprise. Et en plus, monter une entreprise derrière, c'est il y a le métier technique et puis après il y a le métier d'entrepreneur, qui est aussi un métier à maîtriser. Voilà, comprendre sa comptabilité, comprendre la relation commerciale, comprendre la communication. Enfin, voilà, il y a beaucoup de. C'est un métier complet.
Alors, ça répond d'ailleurs en grande partie, je pense, à la question de Luc qui nous demandait que dirais-tu à quelqu'un souhaitant s'installer à son compte, lieu, communication autour de l'entreprise. Alors, je viens de me rappeler ce que je disais, c'est si c'était à refaire il y a 10 ans, enfin en 2006, je crois que j'irais plus vers une transmission d'entreprise, chercher quelqu'un qui souhaite transmettre son entreprise que de la créer de A à Z. Voilà. Je pense qu'on peut gagner des étapes. Gagner du temps, oui. Voilà. Et puis en investissement, en connaissances, voilà. Et la communication autour de l'entreprise, d'accord. Que dirais-tu à quelqu'un s'installer à son compte, oui, c'est un beau projet. Faut être sûr de soi. Ouais. Il faut déjà se projeter sur ce qu'on veut partager avec sa clientèle. C'est vraiment comment je vois mon entreprise, qu'est-ce que je veux donner et qu'est-ce que je veux pas laisser entrer aussi dans mon entreprise. Parce que il y a des clients qui peuvent vite nous déstabiliser aussi, parce qu'ils sont sûrs d'eux, parce qu'ils ont des réflexions, parce qu'il n'y a pas que des gens bienveillants, c'est très rare. Mais voilà, il faut réussir à se dire, j'ai été professionnel, j'ai fait mon travail, depuis le moment où il est rentré dans mon entreprise, où j'ai entendu sa demande, où j'ai concrétisé sa demande par un devis, où il a signé le devis et il me demande des choses en plus, si je lui demande il faut être sûr de son cercle vertueux pour pouvoir être libéré de tout un tas de parasites qui pourraient venir gâcher les journées. Et au niveau de la communication, il n'y a rien de mieux que la communication qu'on est sûr de comprendre soi-même et de mettre en place. Donc, par exemple, pour moi, pour l'atelier, c'est le Facebook et l'Instagram. J'ai un site internet avec une boutique en ligne, mais c'était à l'époque où j'avais une salariée pour pouvoir lui donner du travail. Donc, mon site est un petit peu en sommeil. Je l'entretiens à minima et donc ça me plaît, ça me plaît moyen. Mais au moins, je fais ce que je peux faire avec le temps. L'outil existe. Voilà, si je reprends un salarié, peut-être qu'il sera à nouveau développé. Et après, la communication autour de l'entreprise. Il y a plein de façons de communiquer. Le fait de m'engager auprès de la chambre de métier me fait que je suis des fois dans le journal régulièrement, donc on voit que je suis investie, que voilà, ça vient appuyer la notoriété. C'est la communication directe. Voilà. Sylvie nous dit également, sans être indiscrète, peux-tu nous donner un ordre d'idée de ton chiffre d'affaires et évolution du développement des revenus après plusieurs années d'investissement? Alors, le chiffre d'affaires, il est à peu près stable. Il est aux alentours de 65 000 € hors taxe. Voilà. Alors, curieusement, que j'ai un salarié ou pas, j'ai fait le même chiffre sans salarié. Donc, voilà. Et mes revenus, alors, les revenus, c'est toujours... malheureusement, des fois, il vaut mieux se dire, faut mieux pas que je fasse trop de bénéfices cette année parce que sinon, le peu que je vais gagner, ça va être rattrapé par le RSI. Donc, il faut toujours faut investir pour son entreprise pour pouvoir basculer. Voilà, c'est des stratégies assez particulières quand on travaille tout seul. Hein, parce que voilà, quand on a un salarié, après, il y a les charges encore supplémentaires. Il faut trouver du travail pour la personne. Mais j'ai pas l'œil fixé sur je peux pas dire que j'ai un revenu mensuel fixe. Par contre, j'arrive moi j'évalue ça comme ça, j'arrive à entretenir un atelier qui est parce que je suis propriétaire des murs, donc j'arrive à entretenir, à payer les impôts fiscaux locaux de l'atelier qui a 3 étages. J'arrive à payer toutes les charges et j'arrive à payer mon logement personnel et j'arrive à me nourrir, voilà. Donc pour moi, j'ai des revenus.
Après, je suis pas le bon exemple puisque je suis pas à 100% dans mon entreprise. Donc, mes investissements, mes engagements auprès de la chambre de métier et des prud'hommes, comme c'est du temps que je prends pas sur mon entreprise, j'ai des vacations qui permettent de combler la perte de chiffre d'affaires en fait. Donc ça représente pas des milliers et des cents, mais voilà, je suis pas comme je suis à l'extérieur aussi, c'est difficile de dire. Voilà. Mais de mémoire, une année où j'étais à 100% à l'atelier et où je faisais à peu près le même chiffre d'affaires, mon bénéfice avait été d'environ 13 000 euros. Ah, je suis transparente sur les chiffres. Voilà. Mais c'est vrai que la vie de chef d'entreprise fait que quand on est quand on est entrepreneur individuel comme moi c'est mon statut, il y a tout un tas de charges qui passent dans les charges de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à titre personnel, c'est l'entreprise qui prend ma mutuelle, c'est l'entreprise qui paye l'essence, c'est l'entreprise qui paye tout un tas de choses que du coup moi, si j'avais un salaire, j'aurais à payer de toute manière à côté, quoi. Donc voilà. Merci Isabelle pour ces précisions. Je vous livre le retour de Roger, peut-être en conclusion, qui nous dit très belle personne. Voilà. Ouais, mais ça c'est parce que j'ai mis le t-shirt. Merci, c'était une interview très riche. Bon, j'espère que ça a pu aider certains. Voilà. La semaine prochaine, nous retrouvons à nouveau vendredi 14 mai à 14h30 et nous aurons le plaisir d'accueillir Christophe Gazelle, qui est le directeur de l'IPEA, qui est l'Institut de prospective et d'études de l'ameublement. Et il va répondre à une question très intéressante qui est la suivante, c'est-à-dire que peut-on attendre des consommateurs après cette période de confinement en termes d'achat de meubles? Donc, il va nous livrer son analyse à travers 3 scénarios possibles d'évolution du marché. Donc, je vous invite vraiment à être présent. Ça sera un entretien riche pour réfléchir à l'après-confinement. Merci à toutes et à tous. À bientôt et portez-vous bien.